Donc, je vous remercie tous, toutes d'être avec nous ici ce matin. Je veux aussi remercier les personnes qui sont présentes d'autres organismes alliés, parce que oui, on a des membres ici, mais on a aussi des organismes partenaires alliés qui sont avec nous aujourd'hui. Je disais donc que nous nous retrouvons ce matin pour un événement festif. Pourquoi festif? Est-ce que vous le avez? Petite idée? Je vais vous le dire. Eh bien, parce que cette année, notre regroupement célèbre les 10 ans de sa semaine de l'alphabétisation populaire et les 45 ans de son existence. Ce qui explique notre slogan de cette année, 10 ans à célébrer l'alphapop, 45 ans à lutter contre l'analphabétisme. Mais aussi, on souligne le 30e anniversaire de notre comité des participants. Il y en a quelques-uns dans la salle ici. 30 ans de notre comité des participants, un comité formé d'adultes en démarche d'alphabétisation populaire. Là, ce que je vais vous dire, écoutez-le bien parce que ça va peut-être vous servir tout à l'heure. Donc, pour la petite histoire, le RGPAC est né en 1981 grâce à l'énergie et à la vision de 11 organismes d'éducation populaire qui voulaient se donner un lieu pour échanger, pour réfléchir ensemble sur leur façon de travailler et de lutter contre l'analphabétisme. Mais pas juste pour ça. Ils voulaient aussi mettre en commun leurs forces pour parler d'une même voix à la population et aux décideurs politiques. Et ce matin, c'est exactement ce que nous allons faire ensemble ce matin. Donc, parler d'une même voix à la population, oui, mais aux futurs décideurs qui seront élus en octobre prochain. Donc, notre événement de ce matin, c'est donc un événement revendicatif. Donc, pourquoi? Parce qu'en cette année d'élection générale, étiez-vous au courant? On aura des élections bientôt, en septembre-octobre. C'est une bonne idée, dans ces moments-là, de rappeler nos attentes à tous les partis politiques qui ont l'ambition de former le prochain gouvernement du Québec. Au cours des prochaines minutes, des membres du comité des participants et des participantes du RGPAC, ainsi que de son conseil d'administration, m'accompagneront ici sur cette tribune pour vous présenter les demandes que nous leur adressons. Mais ce matin, ce n'est que le début. Je le dis toujours, la répétition a des vertus pédagogiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut répéter plusieurs fois, de différentes façons, ce qu'on attend de nos futurs élus, pour être bien sûr qu'ils les ont entendus et qu'au cours des prochains mois, jusqu'au cours du scrutin, on devra prendre les moyens pour aller leur parler, pour les convaincre de ce qu'on leur demande. Et tout cela, bien sûr, dans le but qu'un jour, ça se retrouve sur leur liste de promesses électorales. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à mon collègue Denis Chicoine, responsable au développement des pratiques au regroupement, qui se trouve en compagnie de Carole Dupuis et Daniel Gendron, de notre super comité des participantes et des participants. Alors, Denis, Carole, Daniel, la parole est à vous. Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être présents en présence. Merci pour les groupes qui sont également présents en ligne. Je vous salue tout le monde et merci encore d'être là. On va aujourd'hui vous parler avec Carole et Daniel de ce que ça représente être peu alphabétisé dans une vie. Alors, bonjour Daniel, bonjour Carole. Bonjour. J'aimerais ça que vous me parliez comment ça se passait dans votre famille quand vous étiez enfant et ensuite à l'école. Carole. Ouais. OK, moi, à la maison, mes parents sont tous les deux analphabètes. Ils ne savaient pas lire et écrire ni l'un ni l'autre. Et puis moi, quand j'ai fait de première en 6e année à l'école. Et moi, quand j'étais à l'école, mais j'ai toujours été dans une école spéciale. Vu que je n'étais pas bonne à l'école, puis je faisais traiter de nounoune, de niaiseuse, devant la classe, devant tout le monde. Fait que j'ai fait les premières en 6e année. Puis là, après ça, mon père m'a demandé pour garder mon frère Daniel à la maison. Fait que, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je voulais faire plus tard? C'est être coiffeuse. C'est ça mon métier que je voulais faire. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, mais c'est pas grave, je vais être coiffeuse. Fait que je voulais faire ce métier-là. Fait que là, mon père s'en vient à l'école. Il dit, s'en vient à la maison. Pourquoi je vais aller à la maison? Il dit, il faut garder Daniel à la maison. Je ne veux pas garder Daniel. Je dis, je vais être coiffeuse plus tard, c'est ça mon métier que je voulais faire. Il dit, non. Il m'a pris par le bras, puis il m'a sorti dehors, de l'école. Pour dans ce temps-là, il avait le droit, je pense. C'est ça qu'il a fait. Il m'a sorti de l'école. C'est comme ça que tu as arrêté d'aller à l'école? Oui, exactement. C'était pas un choix.
Non, non, je n'ai pas eu le choix de le faire. Il m'a pas faire un bras, puis il m'a sorti de l'école. Il m'a mis directement dans mon cours de l'école. OK. Il me regarde dans la fenêtre, je me fais signe que ça. Non, non, non. OK. Je sors pas de là, moi, là. Et toi, Daniel, comment ça s'est passé? Nous autres, un, deux. Nous autres, on était seulement trois, on ne savait pas lire et écrire. OK, on trouvait des places. Moi, j'ai fini secondaire 5, secondaire 4, l'école. Les écoles, ça n'a pas les profs prenaient plus les forts à première place, deuxième, après nous autres en dernier. On ne s'occupait pas de vous autres quand vous étiez dans le fond. Hein? Non. Pourquoi? On a demandé une question au prof. Il dit, le prof nous guidait, il dit, garde le tableau. Là, c'est pour ça que j'ai lâché. OK. Ils gardaient les énergies pour ceux qui étaient les plus avancés. C'est ce que je comprends. Oui. Hein? Oui. Ouais, OK. Carole, après, vous êtes sûrement arrivé au marché du travail à un moment donné. Comment ça s'est passé par rapport au marché du travail? Ça ne devait pas être évident. Non, c'était pas facile, là. Quand j'ai fini de garder mon frère, après ça, ben, ma mère a travaillé dans une manufacture. J'ai toujours travaillé dans les manufactures tout le temps. J'ai pas fait autre chose que ça. Puis ma mère a travaillé dans une manufacture de sacoches. Puis elle m'a demandé, elle dit, je peux te rentrer où je travaille? J'ai dit oui. Fait que, elle dit, c'est correct. Elle dit, il me manque une personne pour travailler. Bon, c'est correct. Fait qu'elle m'a fait rentrer, que j'ai été là-bas à la job et tout. Puis là, ben, ils m'ont pris. Fait que j'ai travaillé pendant 6 ans, là. Puis après 6 ans, ben, ils ont fermé les portes. Et il fallait que je me trouve un autre job bien vite, moi, là. Fait que, en fait, quand on m'a dit ça à côté, la même journée, j'ai été voir une autre place que je ne connaissais pas. Puis là, c'est les ceintures. Fait qu'elle m'a demandé si j'avais de l'expérience. J'ai dit oui. Et j'ai fait 6 ans dans les sacoches, dans le collage. Ah, ben c'est correct. Parce que j'ai travaillé là, puis j'ai fait 6 ans là avec. Puis ils ont fermé les portes. Fait que j'ai pas été changé jusqu'au côté. Ben, au moins, j'ai fait 6 ans là, puis 6 ans là. C'est... Puis pour chercher un emploi après ça... C'était très dur. Quand j'allais voir les amis d'aller faire remplir l'emploi, mais ils me donnaient des formules pour remplir. Mais moi, je ne suis pas capable. Tout ça, c'était bien trop compliqué. Fait que j'arrivais à la maison, je prenais la feuille, mais bon, je ne comprenais rien. Je la mettais dans les poubelles. Je n'avais pas d'aide de la maison non plus. C'était mes parents qui ne comprenaient rien. Fait que j'ai pas pu faire grand-chose, là. Fait que j'ai travaillé pareil, mais je trouvais toujours les petites jobines tout le temps. C'est à travailler toujours les manufactures pareilles, là, tu sais. OK. Et toi, Daniel, comment ça s'est passé, le marché de l'emploi? Moi, j'ai travaillé à Montréal, dans le shopping pour préparer le stock pour les autres places. Là, je n'avais pas lire à écrire. Je prenais une boîte de conserve avec des crayons, marqué de tomates. Ouais. Il y en a un des employés de Montréal, il a été voir le boss. Il a dit parler, il dit Daniel, il ne sait pas lire. Là, j'arrivais au boss, au bureau, il dit tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Il dit oui, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Et là, il me dit en souriant, il dit on va prendre à lire à écrire. Il dit viendront l'année prochaine. C'est ça. Fait qu'il t'a dit que tu reviendras ensuite quand tu sauras lire et écrire? Oui, c'est ça. Fait que c'était pas très intéressant à se faire dire. Non. Puis trouver après ça, toi aussi, tu devais avoir de la misère avec les formulaires quand tu avais donné. Oui, j'avais la misère avec les formulaires aussi. Je ne voulais pas parler tout le temps avec la personne. Pourquoi notre famille, on ne savait pas, nous autres, la famille, on était trois en alphabet. On cachait beaucoup d'affaires. On ne voulait pas. Comment vous êtes arrivés dans vos groupes, toi, Carole? Ben, moi, je suis arrivée dans mon groupe à la Jean-Yvonne. J'ai fait beaucoup de thérapie. J'étais très malade. J'ai fait beaucoup de dépressions nerveuses, super genre. Pas guéri. OK. Puis là, ben, c'est ça. Ben, après ça, ben, j'ai toujours... c'est toi, la question, déjà? Comment tu es arrivé dans ton groupe à la Jean-Yvonne? C'est ça. Après, mes thérapies, on se mettait en groupe. Et là, elle a vu que j'avais de la difficulté à lire et écrire. Okay. Puis en dernier, après 4 ans que j'étais là, elle m'a demandé, elle dit, je pense que j'avais de la difficulté à lire et écrire. J'ai dit non, je pense pas. Fait qu'en fait, elle m'a dit oui, je pense que j'avais des problèmes de lecture. Fait que ça reste de même. Là, quand j'ai fini, elle m'a demandé, elle dit, je voulais avoir une place pour aller écrire et lire et écrire. J'ai dit, tu ne peux pas aller dans l'école, moi, là. L'école va pouvoir être en coûte. Je ne pourrai jamais travailler là. Fait qu'en fait, elle m'a trouvé une place.
Ça m'a trouvé la journée one. Puis j'ai été 1 heure dehors à me promener de long à l'âge. Je vais-tu rentrer, je rentre pas. Puis en fait, comme j'ai rentré, puis regarde, aujourd'hui, ça fait 22 ans que je suis là. Super. Et toi, Daniel, comment tu es arrivé dans ton groupe? Moi, je commence à arriver à mon groupe, là, j'avais les apôtres. Là, j'ai dit, là, après-midi, tout, il dit, ma soeur est à l'école, mon frère est à l'école. Tout. Là, j'ai dit, ouais, il dit, moi, je peux décider de prendre un groupe. Après-midi, tout, il voulait, il dit, de un, pour aller à Joanne-Iguane, pourquoi mon frère était là. 2, je ne peux pas aller à Clé, pourquoi ma soeur est là. Non, Elle était autour de l'île. Tour de ligue. Ma soeur est là. Là, j'ai dit m'aller au CEDA. OK, j'étais au CEDA. Puis là, j'ai trouvé, j'ai dit, c'est pareil comme une place pour nous autres. Le monde ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Je suis bien content. Je dis, j'enlève des épaules. Ça enlevait de la pression, ça, Pression là, des hein? épaules, oui. Ouais. Là, c'est ça. Après, c'est ça, je continue le CEDA. J'entre là. OK. Qu'est-ce que ça vous a apporté, votre groupe? Je sais, par exemple, que je pense dans les 2, vous avez été sur vos CA. Qu'est-ce que ça vous a apporté? De la confiance? Ouais. Oui, c'est ça, les premières années que je suis arrivée là. Après ça, j'ai tombé. Ils m'ont choisi pour aller dans le CA. J'étais 10 ans dans le conseil d'administration CA, à la Jeanne-Louane. Et moi, ça m'a apporté la confiance. Ça m'a apporté. Ça m'a enlevé un poids sur les épaules. J'étais capable de foncer, faire quelque chose de bien de moi-même, que je ne faisais pas avant. Et ça m'a donné confiance beaucoup, beaucoup à moi-même. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Bien, regarde, je le fais avec cœur, puis je suis habituée à faire ça. Puis j'aime ce que je fais. Tu le fais bien pour ça. Merci. Merci. Toi, Daniel, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, j'avais les élections du CEDA. Là, il y a quelqu'un dans la gang, il dit, pourquoi, Daniel, tu ne t'attends pas inscrire pour entrer dans le conseil d'administration du CEDA? Là, j'ai dit, ouais, il dit, c'est pas facile, entrer là. J'ai pris beaucoup d'expérience au CEDA. J'ai été 4 ans au conseil d'administration. C'est pas rien. 4 ans. Après, c'est mon premier année de conseil d'administration à Clé. Fait que tu étais 1 an déjà avec le conseil d'administration de Clé. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'apporte comme expérience d'être Moi, ça n'a pas administrateur? d'expérience. Ça roule les pattes. Beaucoup de monde, il ne sait pas lire, écrire. Ça va, ses connaissances, pour les lois, tout. Il peut garder tout, c'est quoi. Moi, je dis, pour moi, j'ai tout le temps dit c'est fun les membres, les autres, à travailler de ça. C'est bien fun. Fait que tu encourages les autres à faire partie des CA quand ils le peuvent. Oui. Oui. Pourquoi ça roule les pattes? Bien, je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Merci C'est très beaucoup, apprécié. Fait que, je vais passer la parole à Caroline. Merci. Ouh, mon micro. Oui, merci. Hey, on les applaudit. Franchement, ils sont excellents. Vous pouvez aller retourner à votre place si vous préférez. Bravo. Merci. Merci à vous 3 là, pour ce riche échange. Oui, fais attention pour ne pas tomber. Ça va-tu, Carole? Oui. Alors, moi, je suis juste ici pour faire un petit pont, pour vous présenter et céder la parole à François Brassard, qui est membre du conseil d'administration du RGPAC et coordonnateur du groupe Alpha Laval. Merci, Caroline. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Eh bien, comme Carole et Daniel nous l'ont rappelé, des milliers d'adultes fréquentent un groupe populaire d'alphabétisation au Québec. Et comme Carole et Daniel, ils viennent dans nos groupes, oui, pour apprendre à lire et écrire ou encore utiliser un ordinateur. Mais surtout, ils viennent pour sortir de leur isolement, comme ils nous le rappelaient, reprendre confiance en eux, gagner en autonomie, améliorer leurs conditions de vie, défendre et exercer leurs droits, puis à commencer par le droit à l'éducation. Pour répondre à leurs besoins, il existe 129 organismes d'alphabétisation populaire qui sont reconnus et financés par le ministère de l'Éducation. Pour que se réalise la rencontre entre une personne peu alphabétisée et un groupe d'alphabétisation populaire, ça prend un travail soutenu de la part d'humains engagés et passionnés. Ça prend aussi les ressources qui, actuellement, manquent cruellement. Saviez-vous qu'au Québec, plus d'1 200 000 adultes âgés de 16 à 65 ans ont de grandes difficultés en lecture? Saviez-vous aussi
que moins de 5 de ces adultes sont dans une démarche d'alphabétisation populaire. Pourquoi si peu? Eh bien, c'est simple. Revenir en formation à l'âge adulte, ça, c'est comme une course à obstacles. Il y a tout plein de barrières qui empêchent de retourner apprendre ou même de persévérer dans une démarche. Ça peut être, par exemple, des barrières personnelles, familiales ou économiques. Souvent, les adultes ne connaissent même pas les groupes qui peuvent les accompagner. Enfin, saviez-vous que les groupes d'alphabétisation populaire, qui sont présents dans toutes les régions du Québec, reçoivent du ministère de l'Éducation à peine 220 000 $ en moyenne par année. Une subvention de 220 000 $ pour élaborer et donner des activités d'apprentissage, sensibiliser la population, nous faire connaître dans le milieu et travailler à ce que plus de personnes viennent en alphapop. Mais aussi pour payer le loyer, l'électricité, le chauffage, payer le salaire des travailleuses et des travailleurs. Au Québec, il y en a 1200 qui, tous les jours, font de petits miracles avec trop peu. Encadrer le travail de 3800 bénévoles qui s'impliquent dans nos organismes. Enfin, pour accompagner et soutenir au quotidien les 65 000 personnes qui viennent apprendre dans nos groupes. 220 000 $ pour tout cela et bien plus. Trouvez-vous que c'est suffisant? Non, c'est ce que je pensais. On le dit aujourd'hui et nous le répéterons ce jeudi à Québec devant l'Assemblée nationale avec tous les autres groupes d'action communautaire autonome mobilisés sous la bannière Le communautaire à bout. Et nous le répéterons jusqu'aux prochaines élections provinciales. Messieurs et mesdames les députés actuels et futurs, il est temps que vous agissiez, pour mieux soutenir les adultes en démarche d'alphabétisation populaire en créant un programme d'aide financière à leur intention. 2, pour augmenter considérablement le financement de la mission des groupes d'alphapop et de tous les groupes d'action communautaire autonomes du Québec. Et 3, pour indexer annuellement leurs subventions à la mission. Tout ça, bien sûr, sans oublier de respecter leur autonomie et de reconnaître vraiment leur contribution essentielle au développement du Québec et au mieux-être de sa population. Merci. J'invite maintenant notre présidente, Annie Poulain, qui est également directrice générale de l'organisme Alphar, situé à Saint-Georges, en Beauce, à venir vous adresser la parole. Merci beaucoup, François. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de fracture numérique. Et oui, au Québec, la fracture numérique est bien présente et touche vraiment beaucoup de personnes, dont celles avec qui nous travaillons et qui ont des difficultés avec l'écrit et des difficultés à utiliser les appareils numériques. C'est pourquoi, depuis 3 ans, le RGPAC et ses membres ont mis sur pied la campagne « Traversons l'écran » pour un virage numérique humain, pour dire au gouvernement du Québec que pour faire son virage numérique, il doit prendre en considération les personnes peu alphabétisées et toutes les personnes qui sont exclues du monde numérique ou qui ont beaucoup de difficultés à y accéder. Et on n'est pas les seuls à se mobiliser. Il me fait plaisir de vous présenter nos alliés. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, l'AQDR, le collectif pour un Québec sans pauvreté, donc je souligne la présence virtuelle aujourd'hui de Frédéric Côté et Serge Petitclerc, donc du collectif. Un autre allié, donc la Fédération des mouvements Personnes d'abord du Québec. Je souligne aussi la présence de Sébastien Moisan, donc toujours en ligne avec nous aujourd'hui. Et également le Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Donc, avec eux, nous avons récolté plus de 12 800 appuis de partout au Québec pour demander au gouvernement que l'humain demeure au cœur des services publics et pour assurer un virage numérique humain. On le sait, l'accès aux services se fait beaucoup par le numérique. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les dernières années. Bien, quand ça se passe comme ça, les personnes ont plus de difficultés à accéder à l'information, elles ont plus de difficultés à accéder aux services publics. Imaginez celles qui n'ont même pas d'ordinateur ou d'Internet à la maison. Trop souvent, les démarches que ces personnes-là doivent faire sont tellement longues, tellement compliquées qu'elles finissent par abandonner. Tout ça, ça entraîne des conséquences graves.
Par exemple, un membre du comité des participantes et des participants du RGPAC nous a indiqué qu'il devait remplir un formulaire par Internet, mais il n'était pas capable. Il a dû se battre pour qu'on lui envoie un formulaire par la poste. Et ce n'était pas pour une mince affaire, c'était pour avoir accès à sa pension. L'accès à l'information et aux services publics est une condition essentielle pour que chaque personne puisse exercer ses droits. Dans le cadre de la prochaine campagne électorale, le RGPAC invite tous les partis politiques à s'engager pour assurer l'inclusion numérique de toutes et tous et l'accès à l'information et aux services publics pour tout le monde. Mais on dit des grands mots, l'inclusion numérique, l'accès à l'information et aux services. Concrètement, ça veut dire quoi pour vous? Il y en a-tu qui ont quelques idées? Qu'est-ce que ça veut dire, l'inclusion numérique ou l'accès à l'information? Oui. Ne laissez personne de côté à cause de l'ordinateur. Oui, ne laissez personne de côté à cause de l'ordinateur. Oui, montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Bien là, vous me donnez toutes les bonnes réponses, fait que je vais le dire, mais vous l'avez dit. Donc, l'inclusion numérique, c'est d'avoir accès à Internet, à des outils technologiques, mais abordables et qui fonctionnent. Hein? Pas de se faire donner des vieilles choses, de s'assurer que les sites Internet du gouvernement soient simples et accessibles, d'avoir des humains qui puissent accompagner et soutenir les personnes qui veulent utiliser tous ces appareils, de permettre aux personnes d'apprendre à lire et à utiliser Internet, les ordinateurs et autres appareils. Donc, c'est ça, l'inclusion numérique. Mais quand on ne veut pas ou on ne peut pas utiliser l'ordinateur ou Internet, bien, ça prend d'autres options. Il faut s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à l'information et aux services. Comment? En maintenant les services publics en personne, en simplifiant les procédures administratives, en s'assurant que toutes les communications du gouvernement soient claires, simples, accessibles. Et ça, c'est vrai autant pour l'information sur papier que l'information sur Internet. Je crois que le futur gouvernement a bien du pain sur la planche. C'est pourquoi nous disons à toutes celles et tous ceux qui vont être élus en octobre prochain qu'il est temps d'agir pour enlever les barrières et assurer l'accès à l'information et aux services publics, que ce soit en personne ou dans le monde numérique. Merci. Merci, Annie. Donc, à mon tour de vous présenter ce qui constitue notre dernière revendication, et non la moindre. Vous les avez tous là, by the way? tous là, en visuel, vous aurez l'occasion, puis vous les avez aussi sur les tables. Donc, on l'a déjà dit, mais je le répète, plus d'une personne sur 5 a des difficultés avec l'écrit au Québec. Ça veut dire 1,2 million d'adultes âgés de 16 à 65 ans. Et les choses, elles ne s'améliorent pas. Au cours des 20 dernières années, le nombre de personnes qui ont des difficultés avec l'écrit a augmenté. Savoir lire, écrire, compter, utiliser les ordinateurs, c'est fondamental dans notre société. D'abord, c'est primordial pour continuer d'apprendre toute sa vie, puis dans toutes sortes de contextes, mais c'est aussi essentiel pour être autonome, avoir du pouvoir sur sa vie, comprendre les enjeux, agir dans son milieu, comme vous le faites, prendre part aux débats de société, faire des choix éclairés, comprendre ses droits, les défendre et les exercer. Toutes des choses qu'on fait en Alpha Pop, n'est-ce pas, Claude? Elle a dit oui. Elle a dit oui. Donc, tout ça, c'est pour notre bien à nous, pour le bien de notre famille, mais aussi pour le bien de toute la société. Depuis plusieurs années déjà, le RGPAC réclame au gouvernement du Québec qu'il adopte une stratégie nationale de lutte à l'analphabétisme. Pour le RGPAC, comme pour plusieurs autres acteurs, il est grand temps de se donner une telle stratégie parce que ça nous permettrait ensemble, collectivement, de mettre en place des mesures qui s'attaqueraient à la fois aux causes et aux conséquences de l'analphabétisme. Le RGPAC croit qu'il faut agir sur tous les fronts. Ça veut dire travailler en prévention de l'analphabétisme. Ça veut dire de s'assurer que l'école elle soit inclusive pour tous les élèves. En d'autres mots, c'est s'assurer que tous les élèves qui sortent de l'école aient les outils nécessaires pour affronter leur vie à l'âge adulte.
S'assurer aussi que tous les adultes peu alphabétisés aient la possibilité d'apprendre à lire, à écrire, peu importe leur âge. C'est aussi avoir des lieux d'apprentissage accessibles qui offrent aux adultes la possibilité d'apprendre en fonction de leurs besoins, leur rythme et leurs objectifs, comme c'est le cas dans notre belle et grande famille du RGPAC de l'Alpha Pop. En effet, ça vaut des applaudissements. Pour arriver à faire tout ça, ça prend de la volonté politique. Ça prend un gouvernement qui mobilise tous ses ministères et qui s'assoit avec les acteurs de la société, comme le RGPAC, pour se donner un plan de match qui va s'attaquer à toutes les facettes du problème. Car lutter contre l'analphabétisme, ce n'est pas juste permettre à tout le monde d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à utiliser un ordinateur, même si c'est franchement important. C'est d'abord et avant tout lutter contre la pauvreté, les inégalités scolaires, sociales, économiques. Il faut prendre les moyens d'arrêter le cercle vicieux pauvreté, analphabétisme, pauvreté. Oui, ça prend du courage et c'est justement ce qu'on attend des élus à Québec et du prochain gouvernement, n'est-ce pas? On connaît les problèmes, on a des solutions. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à agir. Donc, je m'adresse à eux, là, mesdames, messieurs qui veulent présider aux destinées du Québec, là, qui veulent être élus, être à Québec pour les 4 prochaines années. Vous avez la responsabilité de faire de la lutte à l'analphabétisme, à la pauvreté et aux inégalités une priorité. Êtes-vous d'accord avec ça? Plus fort, ils ne nous entendent pas, là. C'est loin, Québec. 3 heures de route. Il faut que ça aille jusque-là. Il est temps d'agir. Qui a dit ça? C'est exactement ça. Il est temps d'agir pour toutes ces revendications-là qu'on a dit. Donc, avant de conclure la partie revendicative, parce que tout à l'heure, on va commencer un petit peu la partie festive, donc, je réinvite Annie et François à venir me rejoindre. Je les laisse le temps de s'installer, de prendre un micro, parce qu'ils vont en avoir besoin. Donc, on veut ensemble prendre quelques minutes de plus pour vous parler des demandes et que les alliés et les partenaires du RGPAC font ou feront valoir dans le contexte de la prochaine campagne électorale. Le RGPAC appuie sans réserve ce que ces organismes-là mettent de l'avant et avec qui on partage la vision d'une société plus juste, plus équitable, plus solidaire et plus démocratique. Donc, à commencer par François. À commencer par l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes qui réclame une nouvelle politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue. Il y a aussi le collectif citoyen Debout pour l'école qui milite pour une école inclusive, équitable et de qualité pour tous et toutes et qui revendique la tenue d'états généraux sur l'éducation. Également, la coalition Mon OSBL n'est pas un lobby, qui travaille pour garantir le droit d'association des organisations sans but lucratif qui défendent dans la transparence les intérêts collectifs reliés aux biens communs. Également, le collectif pour un Québec sans pauvreté, qui a lancé en septembre dernier son manifeste pour un Québec sans pauvreté, un appel pour revendiquer des engagements concrets en matière de lutte à la pauvreté de la part des partis politiques. Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, qui réclame le renforcement du filet social québécois, incluant à la fois les services publics, les programmes sociaux et les groupes d'action communautaire autonomes, qui appellent à défendre et à renforcer la démocratie et qui demandent enfin que l'on prenne les moyens pour assurer une redistribution de la richesse et réduire les inégalités socio-économiques. Enfin, le mouvement Le communautaire à bout, qui mobilise le milieu communautaire beaucoup ces jours-ci pour demander des conditions de travail décentes pour les travailleuses et les travailleurs du communautaire, un financement suffisant à la mission, la reconnaissance pleine et entière des organismes et le respect de leur autonomie. Ouf! Ça en fait des choses pour lesquelles se mobiliser, n'est-ce pas? Donc, c'est d'ailleurs avec conviction que le RGPAC ajoute sa voix à celle de tous ces organismes-là pour demander aux partis politiques de dire oui à ces demandes. Je tiens d'ailleurs à souligner la présence des personnes représentant certaines de ces organisations. On les a nommées tout à l'heure, notamment le Collectif pour un Québec sans pauvreté, Frédéric Côté, Serge Petitclerc, Fédération des mouvements Personnes d'abord du Québec, Sébastien Moison. Donc, merci, ils sont avec nous en Zoom. Ils étaient nos alliés dans la campagne Traversons l'écran pour un virage numérique humain. Il y a aussi
de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, l'ICA, Émilie Tremblay, Sylvie Pelletier. L'ICA, je rappelle, 80 ans. Je ne sais jamais s'il faut que je fasse la liaison ou pas. 80 ans, 80 ans. 80e anniversaire cette année, en septembre prochain pour l'ICA. Je ne sais pas si l'ICA est ici en présence ou en Zoom, mais je veux féliciter Émilie pour sa nomination à la tête de la direction à la direction générale de l'ICA. Simon Baudin de la coalition Interjeunes, qui est impliqué aussi au sein du collectif Debout pour l'école, et Mercedes Roberge de la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles et porte-parole de la coalition Mon OSBL n'est pas un lobby, qui sont aussi avec nous en Zoom. Donc, merci d'être avec nous. Donc, avouez qu'à toute cette belle gang-là, on propose quand même un projet de société qui est franchement emballant. Trouvez-vous? Ça a de l'allure, hein? Un projet de société où chaque citoyen, chaque citoyenne aurait sa place, vivrait décemment et dans la dignité et pourrait s'épanouir et participer sans contrainte, sans barrière à la société. Êtes-vous prêts et êtes-vous prête à vous mobiliser pour les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois? Oui, plus fort que ça, là. Wouh! Encore plus fort, il faut qu'ils nous entendent à Québec. Donc, alors, cette partie-là met fin à notre... ce discours, ces allocutions mettent fin à la partie revendicative de notre événement, mais ce n'est pas terminé. La diffusion de notre événement sur Facebook, elle, prendra fin aussi dans quelques instants, mais pour toutes les personnes en Zoom et toutes les personnes ici, bien sûr, à Montréal, vous êtes nombreux, dans quelques minutes, nous ferons place aux célébrations parce que c'est aussi un événement amusant, festif, donc entourant le 10e anniversaire de notre SAP et les 45 ans du RGPAC. Vous avez quand même quelques petits